Est-ce que, comme moi, vous adorez manger au restaurant au Havre, mais trouver la bonne adresse, c'est toujours un peu compliqué? Eh ben ça tombe bien, puisque cet épisode est sponsorisé par Épicule Le Havre. Épicule Le Havre, c'est le guide des bonnes tables havraises. Pas de hasard, pas de belles photos trompeuses. Chaque adresse est testée, validée et surtout cuisinée avec des produits frais. Du vrai, du local et du goût. Votre prochaine table coup de cœur est peut-être à 2 pas de chez vous. Retrouvez toutes leurs adresses sur Instagram, epicu.lehavre.food. Le lien vers la page est à retrouver dans la description de cet épisode. Salut, un petit mot avant de commencer cet épisode, tout simplement pour vous dire merci. Eh bien merci parce que vous êtes toujours plus nombreux à écouter les épisodes dans le pot de yaourt. Alors si vous voulez soutenir le projet, n'hésitez pas à suivre, à commenter le podcast sur les plateformes d'écoute, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Et puis n'hésitez pas non plus à suivre la page du compte Instagram dans le pot de yaourt. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue dans le pot de yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 4, épisode 7. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le pot de yaourt. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue certains, qui en fascine d'autres. Il y a ceux qui y croient dur comme fer et il y a les autres. Au fond, certaines personnes sont-elles capables de voir le monde différemment? Mon invitée, elle, peut entrer en contact avec les morts. Depuis plusieurs années, elle accompagne celles et ceux qui ont besoin de réponses et de réconfort. Elle est l'autrice de 4 livres sur le sujet et parcourt la France entière pour parler de son don lors de conférences. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Virginie Lefebvre dans le pot de yaourt. Bonjour Virginie. Bonjour Pierre. Merci d'être ici Virginie dans le pot de yaourt. Je sais même pas si je l'ai dit en intro, mais Virginie, tu es médium. Exactement, je communique avec les défunts. Tu es médium donc depuis plusieurs années. La première question elle est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un médium, Virginie? Alors, un médium est en mesure de pouvoir entrer en communication avec des défunts, donc de tenir, on va dire, un dialogue, de transmettre aux vivants des informations concernant leurs défunts. Quand tu parles d'un dialogue, on est sur une question-réponse. Est-ce qu'il y a un échange entre toi et les défunts? Alors, chaque contact, en fait, est différent. Parfois, tu as des défunts qui vont avoir ce besoin de se manifester avec un détail précis, parfois même le prénom. Le défunt intervient en donnant son prénom, en donnant également des informations précises par rapport au corps physique. Par exemple, un défunt qui a été amputé, le défunt va me le montrer en fait par le biais de ma clairvoyance au début en fait d'une séance. Quand tu parles de clairvoyance, de quoi tu parles exactement? Alors, effectivement, pour pouvoir rentrer en communication, donc j'ai plusieurs canaux qui vont s'activer, notamment la clairaudience et la clairvoyance. C'est-à-dire que je vais voir et que je vais entendre également ce que les défunts veulent me faire parvenir comme information. C'est-à-dire, comment ça se matérialise? Comment ça se matérialise? Donc, moi, déjà, en première partie, mon consultant se rend chez moi en consultation. Je n'ai aucune information, hormis le prénom. Voilà, jamais donner un nom de famille quand on va consulter un médium. Absolument jamais. Faut pas qu'il y ait de recherche qui puisse être faite au préalable. Donc, on se présente... Voilà, personne lambda, on se présente. On ne montre pas non plus de photos. On ne vient pas expliquer au médium avec qui on désire communiquer. Ce sont les défunts qui, eux, vont se manifester dès le début en fait de la séance. Donc je vais pouvoir dire à certains consultants, voilà, vous avez perdu votre papa, votre maman, parce que moi les défunts vont se positionner autour du vivant
d'une manière bien précise, me permettant de savoir si c'est le père, la mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants. En fonction de leur position C'est ça. par rapport à la personne Au qui vient te visuel, voir. c'est ça. Par rapport à moi, à mon visuel, en général, quand on perd son père, par exemple, le père va se positionner vraiment à hauteur d'épaule. Un enfant va se positionner au niveau du cœur. Grands-parents, un pas en arrière, tu vois. Il y a vraiment un positionnement qui est important pour moi, que j'ai développé au fur et à mesure des années. Évidemment, dès le début, ce n'était pas comme ça. Voilà, moi, ça me permet d'être beaucoup plus clair dans ma transmission, en fait, de messages. Première partie, le défunt va venir parler de lui, de sa vie, parfois le nombre d'enfants, ce qu'il faisait comme travail, de quoi il est parti. Ça permet au vivant de reconnaître son défunt. Et toi, c'est quelque chose que tu entends ? Alors moi, j'entends et je vois. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a les canaux, si tu veux, plusieurs canaux sont activés. Donc moi, ça me permet d'apporter la précision, l'odorat aussi. Alors tu vas me dire l'odorat, mais à quoi ça peut servir en médiumnité ? Par exemple, sur un départ, ça m'est arrivé à certaines reprises, sur un départ, par exemple, d'un incendie, je vais sentir tout de suite en fait l'odeur de brûlé. Tu vois, énormément dans le nez. Voilà, pour pouvoir expliquer. Voilà, il est parti brutalement. Ça sent le brûlé. Il y a eu un incendie. Voilà, l'odorat m'aide aussi sur certaines choses. Un défunt qui fumait, par exemple, je vais le L'odeur sentir de cigarette. tout de suite en fait lors du contact. Donc, si tu veux, chaque canot va m'aider à affiner un petit peu ce que j'ai besoin de transmettre en fait au vivant. Mais moi, je comprends totalement les gens qui vont être cartésiens. Faut le vivre, tu vois, pour le croire. Beaucoup vont dire, oui, mais elle s'est renseignée. Non. On ne donne pas son nom de famille. On n'échange pas par mail. Tu vois, moi, c'est mon mari qui prend les appels, qui fait les confirmations de rendez-vous. On ne donne jamais son nom de famille. Ça, c'est hyper important. Et quand tu disais que tu voyais les défunts sur différentes positions, voilà, de la personne qui vient te consulter, qu'est-ce que tu vois dans l'imaginaire un peu collectif? On imagine un peu l'hologramme à la Star Wars, tu sais, qui arrive un peu comme ça. Concrètement, qu'est-ce que tu vois ? Alors, c'est quand même assez précis parce que ils vont se positionner. Alors, je vais les voir pas aussi clair que je peux te voir toi. Tu vois, ça va être un peu plus flou, mais c'est vraiment une forme physique que je vais voir. Comme le défunt a besoin de revenir sur les informations, sur les événements de sa vie terrestre, comme il était, ce qu'il a eu. Donc, la vision, elle est claire, mais floue en fait à la fois. Ouais, c'est assez compliqué. Ouais. Tu arrives à dissocier des formes, parfois des visages, des prénoms, des visages aussi. Et enfin, ça, c'est important. Faut apporter aux vivants, comme je l'ai toujours dit, des preuves de la survivance en fait de l'âme. Virginie, tu fais ça depuis plusieurs années. On va revenir un peu sur la genèse de ton métier aujourd'hui. Comment tu t'aperçois de ce don ? Alors, je m'en suis aperçue, je dirais toute petite. Moi, à 5 ans, j'ai été réveillée par des défunts. Pour mes parents, c'était des cauchemars. Bien sûr. Et je me rappellerai toujours de cette image où je suis debout, en fait, au pied de mon lit, réveillée. Donc voilà, ce n'était pas un cauchemar. J'étais vraiment éveillée. Et là, plusieurs formes lumineuses autour de moi. Et donc ma mère est venue allumer la lumière. Et dès qu'elle a allumé la lumière, évidemment, tout s'est stoppé. Mais j'étais réveillée. Ce n'était pas un cauchemar. Mais pour ma mère, j'avais fait un cauchemar. Donc il y a eu cet événement que maman m'a raconté après par la suite à l'âge de mes 5 ans. Tu t'en souvenais, toi ? Alors, quand maman m'en a reparlé, j'ai revisualisé en fait cette scène. En général, le cerveau se rappelle à partir de 3 ans, tout ce qui est mémoire. Moi, à partir de 5 ans, je me souviens encore de cette image de ma chambre, le détail du papier peint. Je me rappelle de tout ça, vraiment en détail. Et après, il y a eu un autre événement qui a été très important aussi à mes 9 ans, où ma grand-mère, en fait, ma grand-mère a fait un AVC, elle n'est pas décédée tout de suite, elle a été donc transférée à l'hôpital. Et donc mes tantes étaient venues, puisque mes tantes n'habitant pas la région étaient venues dormir chez ma mère. Nous étions voisines avec ma grand-mère. Et une de mes tantes a été réveillée par mes paroles « Adieu mamie ». Et en fait, je dormais.
Et, Donc tu as dit adieu à ta grand-mère en dormant. avant qu'elle ne disparaisse. Exactement. Et l'hôpital a appelé quelques minutes après pour demander à mes parents et à mes tantes de venir au chevet de leur mère. Donc à ce moment-là, tu as quand même plusieurs indices qu'il se passe quelque chose effectivement chez toi. Est-ce que ça te fait peur, tout ça ? Alors, là, à mes 9 ans, je dormais. C'est ma tante qui m'a raconté ça après, par la suite. Un événement, par contre, qui est apparu à mes 12 ans. Je rentrais du collège, j'étais en 5e et j'étais en train de recopier un cours. Et dans mon bureau, dans ma chambre, chez moi, sur mon bureau. Et là, en fait, ma main s'est mise à écrire toute seule. Et là, je suis rentrée en communication par le biais de l'écriture automatique avec une jeune fille décédée du sang contaminé. Elle s'appelait Caroline, approximativement mon âge. Et on a échangé, en fait, toutes les deux. Donc là, j'ai appelé ma mère qui était en train de faire à manger. Ma mère est arrivée affolée. Maman, regarde, ma main, elle écrit toute seule. Je parle avec quelqu'un. Et là, ma mère... À 12 ans. Et là, ma mère a dit, stop, jette ce stylo. La peur chez des parents cartésiens, réaction peut-être un peu normale, légitime face à l'inconnu. Donc ça a été un événement qui a été assez fou. Et après, j'ai eu la chance d'avoir une de mes tantes qui, elle, à l'époque, faisait tout ce qui était magnétisme, qui vivait quand même assez loin. Elle vivait en Corse à cette époque-là. Et en fait, c'est cette tante aussi qui m'a beaucoup aidée après, par la suite, sur le plan spirituel. Tu en parles à tes amis de l'époque, tu parles de cette tante qui t'a aidé. Quel est le sentiment général autour de toi quand les expériences sont de plus en plus présentes ? Alors, les gens sont quand même assez égoïstes et j'avais développé la voyance à cette époque. Je me rappellerai toujours, je me promenais au Havre et aux alentours vers la librairie La Galerne. Et à l'époque, il y avait un magasin qui vendait des cartes de voyance. Oui, je m'en souviens. Et pour qui, pourquoi ? Je me rappellerai toujours, j'avais 100 francs dans mon porte-monnaie et l'argent d'un anniversaire. Et en fait, c'était une somme à l'époque. Hein, exactement. Et en fait, je suis guidée dans ce lieu pour acheter un premier jeu de cartes, un oracle. Et donc, ce jeu, je le développe, je joue, je tire les cartes avec. Donc, après, tu as la curiosité. Évidemment, tu es jeune, 12, 13, 14 ans. Ok, allez, fais-moi les cartes. Et après, ce qui intéresse beaucoup, en fait, d'adolescents encore aujourd'hui, ce que mes enfants n'ont pas fait, les séances de spiritisme. Ça a été la grande mode à l'époque. Ce besoin de faire bouger le verre, le guéridon, ça a été une grande mode. Et j'ai fait des séances de spiritisme avec des copines. Comment on appelle ça ? Tu dirigeais des séances de spiritisme ? C'est ça. En fait, tu retournes le verre, tu mets les lettres de l'alphabet, le verre, en fait, se déplace. Chose à ne pas faire. Parce que là, tu peux attirer effectivement à toi des âmes errantes. Donc voilà, ça je l'ai fait à 14 ans, je l'ai fait après plus tard avec mon grand frère qui ne voulait que de moi le vendredi soir lors de ces séances de spiritisme, parce que quand j'étais là, c'était l'affolement total des esprits. Ah donc on t'avait quand même identifié comme celle qui avait quelque chose. Qui animait vraiment, tu vois, lors de sa présence, les séances. Et un jour, donc ça a été vraiment trop loin, le ver, pour pas dire l'esprit, nous écrit « Le mal vous guette ». Et à partir de là, on a arrêté les séances de spiritisme. Mon frère a été missionné dans une autre ville. Après, par la suite, il n'était plus sur le Havre. Il n'est d'ailleurs jamais rentré après travailler sur le Havre. Comme si qu'il fallait qu'on nous divise, tu vois, qu'on nous éloigne en fait de tout ça. Donc, je dirais que là, la médiumnité ne s'est pas trop développée pendant ces années où j'ai touché en fait au spiritisme. Et après, ma médiumnité en fait est revenue plus vers mes 25-30 ans en fait à peu près, par un événement très particulier. Très très particulier. On a été invité aux 18 ans d'une jeune fille, là, une fille de couple d'un de nos amis. Et à cette soirée-là, on rencontre un homme adorable, quelqu'un de charmant. Il y a des soirées comme ça où on croche avec des gens. Et cet homme était vraiment sympa. Nous, on venait d'emménager dans notre maison. Et on avait besoin de bras pour porter un poêle à bois qui était super lourd. Et le rendez-vous est pris avec lui et d'autres pour pouvoir nous aider
Et en fait, cet homme, entre-temps, décède brutalement. Il rentre du travail, il fait une crise cardiaque, il décède sur le bas-côté de la route. Et on n'avait pas d'affinité, mais on avait croché lors de cette soirée. Et donc, j'appelle... Pour t'aider à porter un poêle à bois exactement, très lourd en plus, très lourd. Faut être sympa. Et du coup, je contacte mes amis, ceux qui nous avaient donc présentés. Et au moment où je discute avec mon ami par téléphone, j'entends une voix très claire dans mon oreille qui me dit « Il y a un problème de mutuelle ». Donc, je stoppe la conversation avec elle et je demande à Teddy, tu m'as appelé, tu viens de me parler de mutuelle, de la carte de mutuelle. Non, Virginie, je suis de l'autre côté de la maison, je t'ai absolument pas parlé. Ok. Je me rends chez mon ami. Tu entends une voix très clairement. Cette phrase, claire comme de l'eau de roche, quoi. Problème mutuel. Okay. Problème mutuel. Je me rends chez mon ami et je lui dis, écoute, c'est étrange, lorsque j'étais en ligne avec toi, j'entends cette information. Peux-tu te renseigner par rapport à votre ami qui est décédé s'il n'y a pas un problème de mutuelle ? Elle me dit, écoute, c'est pas évident, je peux pas dire à son épouse, à sa veuve, écoute, mon ami entend des choses. Et de là, elle me dit, écoute, je ne te promets pas, je verrai ce que je peux faire. Elle me rappelle quelques jours après pour me dire, écoute, je lui en ai parlé, effectivement, c'est étrange. Elle a été radiée de la mutuelle aussitôt alors que c'est parti de sa mutuelle. Et là, au même instant, toujours en ligne avec elle, je vois une tombe, je vois de la terre, quelque chose qui n'est pas à hauteur de terre. Il y a un problème d'effondrement, il y a quelque chose. Donc, je lui transmets l'information. Et là, elle me dit, arrête, j'ai des frissons. Elle me dit, nous sommes passés au cimetière cet après-midi, il y a un gros problème. Toute la terre autour s'effrite. En fait, il y a un gros souci. Ah, elle me dit, arrête, tu me fais peur. Et de là, je me dis, ok, je pense qu'il veut rentrer en communication avec moi. Moi, policière, croyant en tout ça, mais la médiumnité était quand même quelque chose de nouveau, en fait, pour moi. Bien sûr. Donc, je décide d'utiliser mon fils pour l'emmener voir un magnétiseur. Fallait que j'aille voir ce magnétiseur, fallait que je sache est-ce que je suis folle, est-ce que j'ai un problème psychiatrique, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai en fait. Ouais, c'est important que tu dis ça parce que là c'est cette expérience, ce moment qui te fait quand même poser des grandes questions. Tout à fait, me dire mais attends, peut-être que je suis bipolaire, schizophrène, peut-être que je me remets tout le quand monde même. aurait réagi comme toi. C'est ça, je me remets en fait en cause. Et mon fils a tombé très bien, il avait une verrue, donc c'est top. On va consulter un magnétiseur très connu, d'ailleurs Michel Henry, qui est très très connu sur la région. Et donc je décide de l'emmener. Il magnétise mon fils pour sa verrue. Et là, donc, je lui pose la question. Il prend ma main avec son pendule et il me dit « Vous êtes médium, vous rentrez en communication avec les défunts et vous irez très loin dans votre parcours. » Ok. Qu'est-ce qu'on fait de cette information-là ? Je suis policière, j'aime ma vie, j'ai mon mari, j'ai mes 2 enfants, j'aime mon métier. Y a pas de sujet. Faire de cette information ? C'est ça. Bon, ok, ça me trotte dans la tête. Et un soir, une de mes voisines était au courant que je faisais un peu de voyance, me dit, écoute, je fais une soirée avec des amis, j'aimerais beaucoup que tu viennes nous faire les cartes, ça va être génial. Bon, pourquoi pas ? Je décide d'aller à cette soirée. Je fais les cartes à toutes ces filles et à partir de là, ça ne s'est jamais arrêté. Quand je te dis que ça ne s'est jamais arrêté, à partir de ces 6-8 filles, elles ont donné mon nom à d'autres. Là, ça a été le bouche à oreille. J'ai reçu des appels tous les jours pour des séances de la voyance. Sauf qu'à un moment donné, j'ai une dame qui se présente et qui me dit « J'ai perdu mon mari. » « Oui, madame. Et bien, essayez de rentrer en contact avec. » « Non, madame, je ne peux pas. Je fais les cartes. Je ne peux pas. Madame, s'il vous plaît, essayez. » On me force un peu la main. Voilà, elle me glisse la photo de son mari dans ma main. Et là, c'est comme si je suis guidée. Fallait que je ferme les yeux. Fallait que je me concentre sur la photo. Fallait que j'entende. Fallait que je voie. Et là, à ce moment-là, j'ai l'image d'un verre qui se dessine. Un verre un peu atypique, pas un verre à vin, un verre un peu étrange. Et là, je vois un cercueil. Et donc, je lui donne l'information.
Elle me dit, madame, on a enterré mon mari, on a caché dans son cercueil un verre très particulier qu'il adorait, dans lequel il adorait boire, qui avait une forme très particulière. Et là, elle me donne cette information. Et là, je dis, ok, je réussis à rentrer en communication avec lui. Mais ça ne me suffisait pas non plus. J'étais pas satisfaite en me disant, super, tu contactes les défunts. Non, il m'en fallait plus. J'étais bien dans ma vie de policière. Et là, j'apprends qu'il y a sur Le Havre une association d'aide au deuil qui reçoit tous les mois des médiums. Je me dis, il faut absolument que je contacte ce couple, ce président d'association. Eux ont l'habitude des médiums. Et donc, je fais la rencontre de Colette et de Gilles Dubreuil. Colette et Gilles avaient perdu leur fille unique d'un accident de moto, et avaient mis en place cette association pour aider justement des personnes dans le deuil. J'explique à Colette et Gilles ce qui m'arrive. Très bien, mais vous savez, des gens qui se disent médium, on en reçoit tout le temps, on en entend tout le temps, tous les mois. On veut être sûr. Souhaitez-vous que je vous aide, que je vous entraîne ? Mais bien sûr que j'accepte, parce que vous êtes quelqu'un de sérieuse, parce que vous savez exactement ce qu'est la médiumnité. Donc oui, madame, aidez-moi. Et en fait, je suis devenue amie avec Colette et Gilles. Et on a travaillé pendant des mois. J'allais chez eux. Elle me donnait des photos. Vous avez travaillé sur quoi ? Alors, ils m'ont donné des photos. Colette faisait partie d'un forum, en plus de l'association. Elle aidait des parents endeuillés de partout, de France, enfin de partout en France. Et donc, elle avait les photos de ses enfants, de tous ses enfants. Donc, elle me donnait les photos. Je lui disais ce que je voyais, ce que j'entendais. Elle a retranscrit en fait aux parents toutes les informations pour qu'ils confirment ou non mes dires. Ça collait. Il y avait plein d'informations en fait qui collaient. Et un jour, un jeudi, Colette m'appelle et me dit « Ma médium, qui doit venir en salle dimanche, s'est blessée. Peux-tu assurer la médiumnité publique à l'hôtel Kyriade ce dimanche ?» Je sais pas, Colette, attends, je regarde. Je travaillais, j'étais encore en fonction. J'étais en repos ce fameux dimanche. Donc je lui dis, écoute, je suis en repos. C'est très bien, c'est un signe. Tu vas faire la médiumnité publique à l'hôtel Kyriade. Tu n'avais jamais fait ça ? Je n'avais jamais fait en salle. Je faisais dans son chalet, avec toutes ses photos. Colette, Gilles et moi, uniquement. Là, je me retrouve devant une salle de 45-50 personnes, ce qui était énorme en fait pour moi à l'époque. Et je devais gérer ce que je faisais dans le chalet. Fallait que je le fasse là devant tout le monde. C'est compliqué de se concentrer quand tu as 50 personnes autour de toi. Et de là, donc, j'ai délivré des messages toute l'après-midi. Et de là, comme pour les séances de cartes, ça ne s'est jamais arrêté. Une présidente d'association de Paris était là, qui a demandé à ce que je vienne après dans son association, et ainsi de suite. C'est de cette manière, en fait, que toutes les choses se sont mises en place parce que j'ai travaillé ma médiumnité. Certains vont avoir un flash, se dire ça y est, je suis médium. Ça, c'est dangereux. Tu vois, on ne peut pas transmettre n'importe quoi. Toi, tu as douté quand même. J'ai douté, effectivement, j'ai douté. Et avant de dire je suis médium, j'ai douté, je me suis testée, j'ai été guidée. Ça, c'est important. C'est très, très, très important. Parce qu'on entend parfois des choses, des gens qui se disent médiums, qui vont transmettre des informations qui sont très graves, qui peuvent faire vriller quelqu'un. Bien sûr. Donc, il faut faire très, très attention à tout ça. Virginie, tu as plusieurs fois mentionné ton ancien travail, celui de policière municipale. Donc, tu étais en poste au Havre, au commissariat. Est-ce que tu te souviens ce qui t'a fait choisir ce métier ? Alors, ce qui m'a fait choisir ce métier, j'avais besoin de nourrir mon fils. Ça n'a pas été une passion au début. Quand je suis arrivée en police, moi, je suis partie sur un bac commerce pour partir en tant que commerciale, représentante, aucunement en fait en police. Et j'avais à l'époque un petit garçon. Il fallait que je le nourrisse en fait, ce petit garçon. J'ai trouvé cette annonce. J'ai démarré en tant qu'assistante policière municipale. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la police municipale. Et après, par la suite, j'ai passé mon concours que j'ai obtenu. Voilà, j'ai fait une école pendant 6 mois sur Amiens. Et après, donc, j'ai été titularisée. Ça n'a pas été une passion au début. Ça a été vraiment parce que je devais nourrir mon fils et qu'il me fallait un métier stable.
Est-ce que tu penses qu'il y a des liens entre ce métier de policière et ce métier que tu as aujourd'hui, médium ? Alors aujourd'hui, je te dirais que oui, parce que c'est karmique. J'avais également une dette, on va dire, envers la justice par rapport à mes vies antérieures. Donc oui, il n'y a pas de hasard. Comme je le dis très très souvent, le hasard n'existe pas. Et les choses qui se présentent sur notre chemin doivent se présenter. Ce qu'on doit vivre, voilà, c'est écrit en fait. Donc oui, j'avais une dette karmique, je l'ai payée, j'ai travaillé 13 ans en police. Et après, voilà, j'ai décidé de m'épanouir dans ma médiumnité. Ça a été dur pour moi d'arrêter la police. C'était quand même fonctionnaire. J'avais des collègues sympas, des interventions sympas. Enfin, je n'étais pas, j'étais pas en burn-out dans mon travail. Mais à un moment donné, voilà, il fallait faire un choix. Et mon mari m'a extrêmement aidé à faire ce choix. Mon mari m'a rassuré, m'a guidé. Écoute Virginie, tu te lances, ça fonctionne, ok, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis là, ne t'inquiète pas. Enfin, j'ai vraiment été guidée. Mais gérer les deux n'était plus possible. En plus, on était passé en horaire les 3-8. Ouais, donc c'était, pas facile. Non, c'était devenu compliqué. Plus les séances que je faisais dans la semaine, plus les médiumnités publiques que j'étais amenée à aller faire le week-end un peu partout. C'était compliqué. Et en plus, je n'ai pas dit à tous mes collègues, vous savez, je suis médium. Ouais, j'imagine que peut-être dans le milieu de la police, ça peut... C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident parce que t'as beaucoup aussi parfois les gens Enfin, dans d'autres milieux aussi, évidemment. C'est ça, mais t'as les gens qui n'y connaissent rien et eux qui vont aller se moquer. Pour eux, médium, boule de cristal, voyance, tu vois. Les gens ont tendance Les parfois... clichés, on la vie dure. C'est ça, voilà, exactement, les clichés. Les gens ont tendance à pas savoir et faire des clichés, en fait, de tout ça. Donc, très peu de collègues, en fait, étaient au courant, comme j'aimais le dire, de mon autre vie. Pour ça, parfois, j'arrivais fatiguée, mais ce qui est logique par rapport à ce que je vivais à côté. Je me suis épanouie, mais je ne regrette pas aujourd'hui, en fait, ce que j'apporte, en fait, à certaines personnes. Tu redonnes un espoir, parce que bien sûr qu'il y a une vie après la vie, et tu redonnes un espoir, en fait, à ces personnes qui vont voir la vie autrement. Ça, c'est important. Ça, c'est le chemin que j'ai choisi aujourd'hui. Tu as été combien de temps policière ? J'étais policière pendant 13 ans. Et est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui te fait complètement basculer dans cette nouvelle vie ? Alors oui, il y a un élément, parce que lorsque je me mettais en tenue, je disais toujours intérieurement, c'est pas la vraie Virginie. C'est Virginie qui va jouer un rôle, qui va aller évidemment contrôler, verbaliser ou non. Enfin, c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Je jouais un peu ce rôle en mettant mon uniforme. Je jouais un rôle. Jamais je n'avais de flash sur les contrevenants que je pouvais être amenée à contrôler. Jamais. Et parce que j'étais pas connectée, parce que j'en avais pas envie, parce que c'était pas moi, jusqu'au jour où j'intercepte un véhicule, une dame qui franchit un franchissement de feu rouge fixe sur le centre-ville du Havre. Et là, en la contrôlant, je lui demande donc évidemment les papiers relatifs enfin voilà, les papiers qu'elle doit me présenter. Et à ce moment-là, j'ai un flash. Je vois un homme, donc son mari, quand tu vois l'image de cet homme dans un cercueil, fraîchement, si je puis dire, décédé. Des obsèques presque en cours. Et là, je me dis, ok, je suis certaine, elle vient de perdre son mari. Nous n'étions absolument pas à proximité du funérarium. Voilà, il faut bien l'expliquer. Je l'aurais intercepté à quelques mètres, ça aurait pu être logique. Mais là, absolument pas. C'était en centre-ville. Et de là, je me dis, il faut que je me débrouille. Il faut que je trouve la phrase pour que cette femme m'explique. Donc, je lui dis, voilà, vous avez été dangereuse pour vous, pour les autres automobilistes, mais parfois ça arrive. Il nous arrive parfois d'avoir la tête ailleurs. Peut-être que vous êtes perturbée par quelque chose, madame, ce que je peux comprendre. Et là, la dame me fixe et me dit, madame, je vais enterrer mon mari, là. Je vais enterrer mon mari, en fait, ce matin. Donc, effectivement, que j'ai la tête ailleurs. Et là, mon collègue se rapproche et me dit, bon, Virginie, on verbalise la dame. Ce matin, on n'a rien fait.
Et là, je le regarde, je lui dis, mais attends, c'est hors de question, on va pas la verbaliser. Cette femme vient de perdre son mari, elle va l'enterrer, son mari. J'ai absolument pas envie de la verbaliser. Je pense qu'elle est assez mal comme ça, on va pas les rajouter non plus quelque chose, voilà, pour la contrarier. Et là, mon collègue me regarde droit dans les yeux et me dit, Nini, tu as changé. Et en fait, ces paroles me résonnent encore aujourd'hui auprès de moi. Et là, je le fixe et je lui dis, oui, j'ai changé. Je sors de cette intervention, je rentre au poste, j'appelle Teddy et je lui explique. Et là, Teddy me dit, Nini, il est temps là, tu vas donner en fait ta mise à disposition, tu vas prendre ta mise à disposition. Stop, il est temps. Si tu veux, les paroles de mon collègue, je les visualise encore aujourd'hui comme si que tout se stoppait autour. Le temps se stoppait, tu vois, autour. Et lui, il me donne cette information et moi, je lui réponds du tac au tac. Ce n'est pas moi qui réponds. On répond pour moi. Et là, il fallait. Cet événement a été l'élément déclencheur. Et à partir de là, comment la machine se met en marche? Comment tu décides compliqué. De répartir ton emploi du temps? Parce que tu fais des conférences, tu écris des livres, tu reçois des gens chez toi. Enfin voilà, il y a quand même plusieurs activités dans l'activité. C'est ça, compliqué. Ouais. Compliqué. Et donc, je fais ma lettre pour reprendre une dispo. Et en fait, mon chef de service me refuse ma lettre. Mon chef de service me regardera dans les yeux et me demande ce que je compte faire. Donc, je lui dis, je décide donc, je lui explique, je lui dis, tu sais, je décide d'être près des personnes, d'être aidante. Et là, il me regarde et il me dit, ah bah, comme mon père, il aide les alcooliques anonymes. Ah non, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même vie que ton père. Je pouvais pas, à ce monsieur-là, je pouvais pas lui expliquer en fait la médiumnité. Il aurait pas compris. Il aurait pas compris. C'était impossible à cette époque-là. C'était pas possible. Il aurait pas compris ça. Et donc, il prend ma lettre, il la déchire. Il me regarde droit dans les yeux, il me déchire la lettre. Et il me dit, prends des vacances, tu y verras plus clair en fait après. Mais moi, ma décision, elle était prise. Donc, ok, je prends des vacances. Je profite qu'il soit lui aussi absent pour refaire le courrier et le retransmettre par voie interne. Ce qui n'est pas très franc. Moi, j'ai préféré être franche, lui donner la lettre de main à main. Tu vois, je suis quelqu'un dans la franchise. Et là, je me dis, bah tant pis, Virginie, tu vas être fourbe, tu vas la transmettre par voie interne, mais pas le choix. Il ne m'a pas entendu lors de ma première demande. Donc, je transmets, je pars en vacances. Et là, il m'appelle quelques jours après. Et là, je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer encore? Et là, il me dit, bon, j'ai reçu ta lettre. Il me semble que j'étais très claire avec toi. Et là, il se passe quelques secondes, ça me paraît une éternité. Et là, il me dit, je ne peux pas retenir un agent qui n'a pas envie, en fait, de rester. Donc, je signe ton courrier, bon vent. Et en général, quand mon chef de service nous disait bon vent, c'était mauvais signe. C'est qu'on allait passer quand même quelques mois un peu complexes. Ça a été le cas? Ça a été le cas. Ça a été le cas parce qu'en fait, j'ai fait une allergie à mon uniforme. Donc, ah oui, t'as rejeté ce métier complètement. Ouais, mais quand je te dis que j'ai fait une allergie, mon corps a réagi en fait. Le dernier mois, j'ai été arrêtée, j'étais remplie de boutons, inexpliqués en fait, même sur le plan médical, remplie en fait de boutons, couverte en fait de boutons. Mon corps ne supportait plus en fait l'uniforme. Et après, donc comme ça, comment tu décides de te lancer? Par quel bout tu prends ton nouveau métier? À l'époque, il y avait quand même les réseaux sociaux étaient là, mais pas autant impactants qu'aujourd'hui, en 2016. 2016. Et donc, pour moi, la meilleure publicité était le bouche à oreille. Depuis cette soirée voyance avec mes voisines, c'était tous les jours que j'avais des demandes. Et donc, je me suis dit, écoute, on va voir, on va vivre ça, on va voir comment les choses se mettent en place. J'avais quand même mes enfants étaient jeunes. Teddy, évidemment, était extrêmement rassurant. Mais bon, voilà. Donc, je me suis dit, allez, on fait confiance, en fait, en la vie. Et à peu près 1 an après ma mise à dispo, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon livre de flic à médium. Et là, c'est pareil, dans une super maison d'édition. Je suis éditée chez Michel Lafon pour mes 4 livres. Je fais une interview avec Yann Eric, qui est un journaliste qui s'intéresse énormément à tout ce qui est l'après-vie. Et donc, voilà, je fais une séance avec Yann Eric. Il aime beaucoup ma médiumnité et m'envoie une de ses amies pour une séance. Il envoie une de ses amies pour me tester, mais elle le dit très clairement.
elle m'appelle par téléphone. À l'époque, c'est moi qui gérais mes appels. Je suis amie avec Yann-Éric, je viens, je ne vous donnerai même pas mon prénom, je viens vous tester. Ni plus ni moins, Yann-Éric m'a dit que vous étiez très bien, mais voilà, je dois vous tester. Donc cette femme vient, et donc voilà, je lui fais un contact défunt. Et par la suite, dans cette même séance, ces défunts me montrent une feuille de papier, un stylo. Et donc, j'en conclus qu'elle est en lien avec l'écriture. Et elle me dit, écoutez, voilà, moi, je suis auteur de livres et j'aimerais beaucoup, en fait, être co-auteur. Et c'est elle qui me met en relation avec des personnes. Et voilà, c'est de cette manière que je réussis à intégrer la grande maison d'édition Michel Lafon. Tu parles de tes livres. Alors, j'en avais noté 3, mais tu vas me dire, tu vas me dire le 4e. Donc, De flic à médium, tu l'as dit. Les secrets de l'âme. Il y a une vie après la mort, ça c'est le dernier. Alors celui-là c'est l'avant-dernier. Il y en a eu un autre alors que j'ai loupé. Il y a eu un autre, L'invisible a changé ma vie, qui est sorti donc là en novembre 2025 toujours aux éditions Michel Lafon. Et aujourd'hui, il faut le dire, je m'éclate aussi à écrire. Après, attention, je ne suis pas écrivaine. Moi, je suis médium. Mais je prends plaisir à écrire. Je prends plaisir à expliquer un peu à mes lecteurs ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe dans ma vie. J'allais te demander justement les raisons, en fait. Qu'est-ce qui te pousse à écrire ? L'interrogation des personnes, toutes ces personnes qui se posent des questions par le biais de mes ouvrages, j'essaie d'aller expliquer un peu mon quotidien. Alors, j'ai également, pour mon 3e livre, Il y a une vie après la mort, voulu faire des expériences. Ce livre était vraiment basé sur des expériences. Donc, je me suis introduite dans une maison hantée pour aller communiquer avec ces âmes dans ces lieux. Je suis allée également dans les cimetières afin de savoir si dans les cimetières, il y avait beaucoup d'âmes présentes. J'ai eu également une expérience qui a été sensationnelle et j'ai réussi à m'introduire dans un funérarium et de faire un contact avec un défunt tout juste décédé, voir si l'âme était en mesure de communiquer. Parce que souvent, on dit il faut attendre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et bien là, j'avais envie de vivre moi-même l'expérience, pouvoir répondre. Voilà, exactement. Et je suis rentrée et ça a été quelque chose de sensationnel. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Et ça m'a fait travailler sur moi-même également. Parce que je vois et j'entends les défunts, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à accompagner un corps sans âme. Et pourtant, j'ai perdu des membres de ma famille, j'ai perdu mon père, mes grands-parents, des amis. Mais c'est très compliqué pour moi d'être en lien avec un corps sans âme. Je ne peux pas embrasser, je ne peux pas toucher. Et là, il fallait que je sois devant le corps d'un inconnu et que je travaille en médiumnité. Donc, il fallait que je reste auprès de ce corps quand même pendant un certain temps. Et ça a été une expérience qui a été extraordinaire parce que ce défunt m'a donné des choses précises qu'on a pu vérifier par le biais de caméras. Je me fais un peu plus clair. Ce défunt m'explique que lorsqu'il est arrivé dans les locaux, il est tombé. Son corps physique a chuté. Comment ça, monsieur, votre corps physique a chuté ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il me fait voir l'image. Donc, il arrive de l'hôpital. Voilà, il est transféré en pompe funèbre. Et il me dit « Oh là là, ce jeune homme, vraiment !» Et il me dit « Qu'est-ce qu'il est gauche ?» Il me dit « Vous imaginez, je suis tombé. » Un employé des pompes funèbres qui aurait fait tomber le corps de ce monsieur. Exactement. Ah oui. Donc, j'ai besoin de savoir. Donc, je transmets l'information aux personnes qui m'ont aidé pour cette expérience. Ces personnes remontent au niveau des caméras de surveillance. L'arrivée du corps de ce monsieur. Quand ce monsieur a été sorti du camion, effectivement, un des employés s'est pris les pieds et le corps est légèrement tombé. Il n'est pas venu non plus s'écraser au sol, mais légèrement tombé. Donc, on le voit en fait sur la vidéosurveillance. Donc ça a été un élément qui a été extraordinaire, tu vois, de pouvoir... C'était la preuve. C'est ça. C'était en fait un peu la preuve. Et ça, voilà, je trouve ça très intéressant. Ça a été quelque chose d'intéressant. Alors, tu vas me dire, la conclusion, ce n'est pas que ce monsieur soit légèrement tombé, c'est qu'un défunt peut communiquer dès le moment en fait de sa mort. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important parce que ça nous aide aussi à comprendre comment accompagner, lorsque l'on perd quelqu'un, comment accompagner en fait nos défunts.
Donc ça, c'est très, très important aussi. Je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire. Tu dis évidemment, comme tout le monde, tu as eu des pertes dans ta famille, tes grands-parents, ton papa. Est-ce que tu communiques avec eux ? Oui, j'ai la chance de pouvoir communiquer. Alors, attention, je ne communique pas avec eux tous les jours. C'est quand même très rare. C'est très très rare, mais je réussis à communiquer avec mon père de temps en temps. Mais quand je te dis très rare, ça va être une fois par an. C'est déjà pas mal. Ouais, oui, j'ai de la chance. Mais une fois par an, oui, j'ai ce tête-à-tête en fait avec mon père qui dure jamais très longtemps. Mais après, je sais qu'il est là, je sais qu'il m'accompagne dans mes médiumnités publiques en salle. Je suis très très entourée par mes défunts. Et comment ça se passe ? C'est toi qui fais appel à eux, c'est eux qui viennent à toi ? Comment ça se passe généralement ? Pour mes défunts à moi, oui, à toi. Alors pour mes défunts à moi, c'est eux qui vont se manifester. Parce que si avec moi, je le ferais un peu plus régulièrement. Évidemment. Mais c'est eux en fait qui choisissent. Partager le petit café de temps en temps. C'est ça. Voilà, mais là, c'est lui qui choisit et c'est vraiment très rarement. Je te dis, c'est à peu près une fois par an où comme si que c'est le moment pour lui de me prévenir, de me soutenir, de me rebooster. Enfin, voilà, il sait toujours à quel moment intervenir. Virginie, tu as une autre palette aussi une autre corde à ton arc. Tu fais des conférences un peu partout sur le territoire. En quoi elles consistent, ces conférences ? Alors, mes conférences médiumniques vont permettre de faire de la médiumnité en salle et de transmettre des messages. Alors, parfois, il y a une partie où je donne une conférence sur un thème, sur un de mes livres, sur un sujet, les vies antérieures. Enfin, et la deuxième partie est très souvent basée sur contact médiumnique. Donc là, ce sont les défunts qui vont se manifester en salle. Et là, je vais transmettre des informations. Donc c'est souvent, alors je trouve que c'est très intéressant, souvent pour les personnes qui ne vont pas y croire, ceux qui n'ont pas envie. Tu vois, d'avoir Il y en a beaucoup des gens qui viennent te voir et qui n'y croient pas. Ouais, t'en as quand même beaucoup. Okay. Et parfois, ça permet, en médiumnité en salle, tu vas ramener un copain, une copine, un frère, une sœur, enfin voilà, pour qu'ils puissent voir déjà de leurs propres yeux. Ça, c'est important. Celui qui a peur, c'est une première approche de la médiumnité. Tu vois, c'est pas comme un rendez-vous privé où là, oui, t'es sûr d'avoir tes défunts, ça peut te perturber. Là, c'est une première approche. Donc, ça permet quand même de se familiariser un peu, de connaître un peu la médiumnité, en quoi ça consiste. Le but, c'est d'être vraiment pédagogue. Faut être pédagogue, mais faut être aussi, faut être franc. Je veux dire, ce que le défunt il t'envoie, t'as pas le droit de le garder pour toi. C'est ma mission aujourd'hui d'être la messagère en fait entre ces deux mondes. Et je ne peux pas me permettre de garder une information. Le défunt me fait voir ça, le défunt me transmet ça, je transmets dans l'intégralité. Que ça plaise ou non aux vivants, d'ailleurs je le dis en salle, je le dis, j'ai beaucoup de respect pour les vivants, mais j'en ai beaucoup plus en fait pour les défunts. Donc si le défunt me transmet telle info, le vivant, s'il se vexe, tant pis pour lui. Voilà, ouais. Il entend les choses. Moi je suis très franche, je suis très cash, et ça je trouve que c'est extrêmement important. Et même, tu penses qu'un message est important à délivrer, même quand tu es sûr qu'il va blesser la personne que tu as devant toi ? Ah, mais totalement. On ne peut pas non plus, comme je dis, vivre d'amour et d'eau fraîche. Si c'est pour que le défunt nous dise « Super, je vais très bien, tout baigne, tout va bien », tout le monde peut le dire. Le défunt, s'il transmet un message particulier, c'est aussi pour aider en fait le vivant. Donc... voilà, donc c'est important, évidemment. Il faut être pédagogue aussi. Il y a la manière de dire les choses. Je vais te raconter une anecdote qui m'avait beaucoup bouleversée. Je reçois en médiumnité privée à la maison une jeune fille voilà, qui rentre dans mon bureau toute jeune, cette petite jeune, toute chou, une petite chou à la crème. Et là, j'ai un défunt qui se présente à côté, qui me donne son prénom. Et qui me montre des images insoutenables, des images d'attouchement. Cet homme a fait des attouchements à ma consultante. Je lui transmets, j'ai tel défunt qui est là. Et en fait, moi, je ne regarde pas mon vivant pendant mes séances parce que d'une, je ne suis pas mentaliste. De deux, il faut vraiment que je sois dans mon truc. Et là, donc, je ne la regarde pas. Et là, je lui dis, je suis désolée, il y a une histoire d'attouchement en fait, au sein de la famille. Et là, je réouvre les yeux. Elle est en pleurs, en fait, cette jeune fille.
Et effectivement, c'était son grand-père qui lui avait fait des attouchements. Alors, c'est pas quelque chose dont elle n'était pas sûre, c'est quelque chose dont elle est certaine. Tu sais, parfois, tu as des femmes qui ont « j'ai l'impression qu'enfant, on m'a fait ci, on m'a fait ça ». Là, c'est de la réalité. Il lui a fait à un âge où... voilà. Et c'était atroce. Parce que moi, je suis entre les deux. Lui, qui vient me transmettre ces trucs dégueulasses, et moi, cette jeune fille qui aurait l'âge d'être ma fille... Tu te poses la question de savoir s'il faut lui dire ? Non, parce que je sais qu'il faut lui dire, mais il faut que je lui amène aussi avec délicatesse. J'ai pas envie non plus qu'elle reparte avec un choc émotionnel. Le but n'est pas ça non plus. Tu repars pas de chez un médium en te disant « Attends, j'ai envie de me jeter par la fenêtre » ou tu repars d'une séance médiumnique apaisée. Tu repars en te disant « Là, j'ai passé 3/4 d'heure de mon temps avec mon défunt ». Quand il y a des bonnes relations sur le plan familial. Mais là, je veux dire, par la suite, il est venu, il avait besoin d'entendre, il avait besoin d'émettre qu'il était désolé, qu'il avait eu, que c'était terrible, ça a gâché sa vie à cette jeune fille, mais qu'il avait, il a expliqué plein de choses, en tout cas. Et elle est repartie en disant, il est venu, en fait, il a été là, il reconnaît enfin ce qu'il m'a fait subir sur Terre. Donc ça, tu vois, ça c'est hyper, hyper important. Ça m'est arrivé lors d'une médiumnité publique. Je savais la veille qu'un défunt qui avait fait des attouchements à sa fille allait se présenter. Ce qu'il faut savoir... Et sa fille était présente dans le public. Alors voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand en salle, on se place, on a envie de se placer. Ce n'est pas nous qui allons placer. Tu veux te mettre à droite, tu te mets à droite, tu te mets à gauche, tu te mets à gauche. Placement libre. Placement, il est libre. C'est exactement ça. Je savais exactement où cette dame allait en fait s'installer. La veille, j'en parle à Teddy. Je lui dis, écoute, il m'arrive quelque chose d'assez étonnant. J'ai un défunt qui a fait des attouchements à sa fille qui est là. Je sais exactement où cette femme va être placée. Il me dit, oh là là, effectivement, c'est pas évident. On commence peut-être pas par ça. Voilà. Faut que le public... il soit quand même dans la séance. Et donc, ok, je démarre ma médiumnité. Et à un moment donné, je dis à mon public, parce que mes conférences sont aussi parfois très drôles, je fais aussi beaucoup d'humour. Et là, je dis à mon public, écoutez, je n'ai pas été franche ce soir. J'ai un monsieur qui a fait des attouchements à sa fille, monsieur décédé évidemment. Sa fille est là dans le public. Et en fait, la dame, elle est placée. Et là, en fait, je montre les 3 rangs. Elle est placée ici. Et là, je dis haut et fort, Madame, je ne vous demande pas de lever la main. Je vous demande juste d'entendre cette information. Et là, je suis extrêmement touchée. J'étais très, très émue de ce contact. Elle lève la main, cette femme. Elle était assise sur les rangs, en fait, que j'avais montrés. Et là, première fois qu'elle venait en médiumnité publique. Et là, elle me dit merci. Voilà, son père est venu dialoguer un petit peu pour expliquer les choses. Mais tu vois, elle est repartie, elle m'a prise dans ses bras, en fait, à la fin. Elle m'a remercié, cette femme, parce qu'elle me dit, il a avoué. Et ça a tellement gâché une partie de ma vie. Et là, je vous assure, elle me dit, Virginie, je repars, mais avec une autre vision, en fait, des choses. Tu fais beaucoup de conférences. Un peu partout sur le territoire, je le disais. C'est assez facile de venir te voir tant qu'il y a de la place. C'est souvent le problème. Les salles sont trop petites. Ou alors vous êtes trop nombreux à vouloir venir. Voilà, c'est ça aussi. Pour lire tes livres, c'est facile aussi, il suffit de les acheter. Pour venir te voir en séance privée, comment ça se passe ? Si je veux venir te voir, comment je m'y prends ? J'appelle qui ? Ça me coûte combien ? Alors, pour venir me voir en séance privée par téléphone, c'est mon adorable mari qui gère en fait tout ce qui est appel téléphonique, Tu dis confirmation. adorable parce qu'il est juste à côté. Non, parce qu'il est vraiment. Parce qu'il est vraiment. Et du coup, on appelle. Alors, la séance, en fait, aujourd'hui, moi, je n'ai pas honte de le dire, je suis à 80 € pour ma séance médiumnique privée qui dure donc à peu près 3/4 d'heure. Et par contre, les délais sont très, 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 très loin. On est à 2031. Pardon ? Semble-t-il. Je regarde mon cher et tendre. Si je veux prendre rendez-vous avec toi, il faut que j'attende de 5-6 ans ?
Alors, il faut 5 ans attendre, effectivement. C'est le délai, parce que c'est la folie, grâce aussi à mes livres, grâce aussi aux médiumnités publiques. Je reçois énormément d'appels tous les jours pour de la médiumnité. Alors, souvent, on va dire, c'est loin, c'est dans très longtemps. Et je vais te dire, au moment où mon consultant, en fait, vient, c'est le bon moment. J'en ai qui viennent en me disant j'ai pris rendez-vous il y a 2 ans, il y a 2-3 ans. Il faut s'en souvenir. Parce que moi, je prends rendez-vous avec toi en 2031. J'ai un rappel, mon mari fait les rappels une semaine avant. Moi, je prends un rendez-vous avec toi en 2031, je m'en souviens plus. Hein. Ouais, mais mon mari rappelle une semaine avant. Ah. Et souvent, quand le rendez-vous en fait arrive, le rendez-vous tombe à pic. Mais quand je te dis tombe à pic, c'est au moment de notre vie où il y a très certainement eu des deuils, des décès, des changements. Et ça tombe en fait très très souvent à pic. Donc oui, les délais sont longs parce que j'ai énormément de demandes. Et pourtant, je fais ce que je peux. Tu l'as dit, c'est très long pour avoir un rendez-vous avec toi donc. Tes livres marchent bien, tes conférences aussi. On peut dire que tu as atteint un certain niveau de succès. Virginie, est-ce que ça te surprend ? Alors moi, si tu veux, je vis un peu dans ma bulle. Quand je te dis que je vis dans ma bulle, je n'ai pas conscience... comme tu l'as dit toi, de ce succès, je n'en ai pas conscience. Et on t'a vu quand même sur les bus. Oui, c'est une campagne de publicité pour mon livre. Mais si tu veux, je n'en ai pas conscience et je n'ai pas envie non plus d'en avoir conscience. Je suis quelqu'un d'hyper simple, d'hyper accessible. Donc j'ai pas envie. Je pense qu'après on peut vite basculer dans l'ego, dans machin, dans truc, et après tout ça c'est des mauvaises énergies. Tu captes plus de la même manière, tu vois. Et donc non, j'ai pas conscience et j'ai pas envie d'avoir conscience de tout ça. Moi, comme je dis, je suis la messagère. Je m'épanouis dans ce que je fais. J'ai la chance d'avoir des consultants hyper adorables, que ce soit en privé, que ce soit en salle, des lecteurs au top. Moi, c'est ce qui me va. Enfin, c'est ce qui équilibre en tout cas ma vie. Et j'aime ma vie aujourd'hui. Et j'aime cette mission en tout cas qu'on m'a donnée. Et Virginie, tu le sais, je te l'ai dit avant qu'on enregistre cet épisode, ce podcast, il est en lien avec les gens qui font des choses au Havre. Le Havre peut inspirer aussi ces gens dans leur métier, dans leur passion. J'avais une question pour toi, Virginie. Au Havre, ici, il s'est passé un grand drame il y a maintenant plus de 80 ans, des bombardements en centre-ville, qui ont tué plus de 3000 personnes. Est-ce que c'est, quand tu te balades en ville, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ? Alors oui, effectivement, parce qu'il y a la mémoire aussi des murs. Et je ressens, j'ai mon frère qui avait acheté un appartement sur Sainte-Adresse. Et c'était hallucinant, les manifestations dans l'appartement. Les bruits de bottes, les bottes militaires, les chaussures militaires, les bottes militaires. Tu sais qu'on entendait en fait dans l'appartement. La lumière qui s'allumait, qui s'éteignait. Le lieu était imprégné. Et d'ailleurs, on avait fait une recherche avec mon frère. Enfin, mon frère, par le biais d'un de ses voisins, avait fait des recherches. L'appartement avait été occupé par des Allemands. Enfin, ça a été extrêmement intéressant, tout ce qu'on a pu retrouver. Et ça correspondait à ce qu'on entendait. Je ne vais pas délivrer toute l'histoire de l'appart, mais oui, effectivement, on est imprégné de ce qui s'est passé. Moi, on a acheté notre terrain et au moment, donc on a fait construire notre maison, le jour de la remise des clés, et j'ai une douleur, mais quand je te dis une douleur au niveau du ventre, je n'arrive plus à suivre mon constructeur pour l'état des lieux de remise des clés. Et j'étais avec une amie et je lui dis s'il te plaît continue avec lui. Et en fait je suis pliée en deux dans une des chambres. Et là en fait j'ai la vision d'un soldat. Et je me dis mais c'est pas possible, là, j'ai une entité, j'ai un défunt en fait qui est là, un soldat en fait qui est décédé sur une des terres. C'était une ferme en fait à l'époque. Et à ce même endroit, il est mort en fait à ce même endroit. Il est pas monté dans la lumière lui. Et du coup, ça a été fou de rentrer en communication, mais ça m'a fait mal physiquement. Vraiment quelques instants avec lui.
Et donc oui, les lieux sont imprégnés en fait de tout ça, de cette histoire, de tout ce qui s'est passé sur Le Havre et ses alentours. Il y a des lieux symboliques ici, le bord de plage, l'église Saint-Joseph, le volcan. Est-ce qu'il y a des lieux particuliers qui influencent ta sensibilité ? Oui, j'ai des lieux que j'aime moins que d'autres. Il y a des lieux qui sont beaucoup plus lourds. Beaucoup plus lourds. Quand, même malgré les travaux, quand je passe dans le tunnel Génère, j'ai tout de suite cette oppression. Que je sois connectée ou non, je suis oppressée en fait dans ce lieu. Ça m'est arrivé de passer, d'entendre les cris des personnes qui ont été ensevelies. Enfin, il y a des lieux, c'est très 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 lourd. C'est pas justement parfois lourd à porter pour toi ? Après, j'ai quand même cette chance de savoir me déconnecter. Mais tu sais, parfois j'ai beau être déconnectée, quand ils veulent faire passer un message, ils le font en fait passer. Donc après, j'apprends à vivre comme ça. J'apprends à vivre de cette manière. C'est ce que je dis. Les divins ne sont pas à mon service. Moi, je suis à leur service. Mais on a aussi un pacte. Ils vont pas empiéter dans ma vie. Je dors extrêmement bien la nuit. Parfois, c'est la question que beaucoup se posent. Bien sûr. En me disant, mais attends, mais la nuit, ça doit être la folie. Non, j'ai un sommeil de qualité extraordinaire. Mais vraiment, je dors 9 heures non-stop, sommeil profond. J'ai cette chance. J'ai une qualité de sommeil qui me permet de pouvoir récupérer. Donc non, je suis pas... j'ai pas les défunts avec moi sur le dos du matin au soir. J'ai aussi, moi, mes moments de vie avec mon mari, mes enfants, ma famille. C'est un pacte, c'est comme un deal. Ok, moi, je vous transmets tout ce que vous me donnez, mais moi aussi, j'ai besoin d'avoir des moments plus tranquilles. Des moments zen. Mais tu sais, quand je suis en vacances, parfois, je m'ennuie. Pourtant, je suis en famille, je suis très bien entourée. Le contact défunt va m'ennuyer. Ça m'est arrivé lors de vacances sur une chaise longue. On était partis en famille de dire à ma belle-sœur, là j'ai ta grand-mère qui est là, et clac, d'aller transmettre en fait un message. Parfois c'est plus fort que moi. Donc voilà, mais après je suis tellement passionnée aussi par ce que je fais. Ça se voit en tout cas. Virginie, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai une dernière question pour toi. Cette question, je la pose à tous les invités qui passent derrière ce micro. Cette question, la voici, tu peux répondre de façon très courte ou développée, si tu veux. C'est toi qui vois cette question. C'est celle-ci. Pour toi, Le Havre, ça représente quoi, Virginie ? Moi, Le Havre, c'est ma ville, en fait, Le Havre. Je suis attachée au Havre. Il y a eu beaucoup d'évolutions aussi au Havre, en termes d'architecture. Il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Moi, Le Havre, c'est ma ville. C'est mon lieu. Et j'aurais pu partir ailleurs, sur Paris, mais non, j'aime Le Havre. Je ne suis pas contente parfois quand on critique Le Havre, ou qu'on dit que c'est laid, que c'est bétonné, ou on a la plage, on a la mer, enfin on a plein de choses en fait ici aussi. Et j'aime Le Havre et je ne déménagerai pas de Seine-Maritime. Merci beaucoup Virginie Lefebvre d'être venue aujourd'hui dans le pot de yaourt. Vous pouvez retrouver Virginie évidemment à travers ses livres qu'on peut commander partout. C'est ça, partout, voilà. Sur Amazon, dans les librairies, partout. Vous pouvez également la voir en conférence. Elle est où la prochaine, Virginie ? Alors là, je suis à Caen le 2 mai. Je regarde mon mari du coin de l'œil parce qu'il connaît mieux le planning que moi. 2 mai, je suis à Caen. Le 29 mai, je suis au Havre, au Sirius, en fait, au Havre. Après, 14 juin, je suis en Bretagne. Je pars à Saint-Paul-de-Léon. Petite pause estivale. Non, je suis au Normandie en plus, je dis des bêtises. Je suis au Normandie au mois de juillet. Petite pause estivale. Et après, on reprend avec un événement extrêmement important, un salon du bien-être qu'on organise à Rogerville pour une cause. On crée cet événement une fois par an. On choisit une association et on reverse en fait de l'argent à une association en lien avec des enfants. Cette année, c'est avec des enfants. L'année prochaine, ce sera autre chose. Donc voilà, on veut défendre une cause, on veut apporter de l'argent à une cause. Ça, on le fait une fois par an. On est avec 60 thérapeutes. C'est le salon créé dans l'amour. Et voilà, on veut vraiment que ça puisse perdurer. C'est pas un salon comme les autres. On y apporte une touche un peu différente. Mais à la base,
c'est pour donner. Voilà, on reverse quand même des sommes assez importantes. C'est à l'occasion des de te rencontrer pour la bonne ouais, cause. Tout à fait, exactement. Donc à travers effectivement ces conférences, ces salons, et il faudra attendre 2031, vous l'avez compris, pour avoir un rendez-vous privé avec toi. Merci encore une fois Virginie d'être venue. Merci à Teddy qui a permis l'organisation de cette rencontre. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Ciao.